Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les récits du crime, une affaire qui a secoué le Grand-Duché du Luxembourg, d'habitude si paisible. Une histoire où la science, la suspicion et les faux-semblants s'entremêlent de manière tragique. C'est l'histoire d'Aurélie Lefebvre, une professeure de physique-chimie respectée, qui va voir sa vie basculer dans l'horreur et l'incompréhension. Une histoire qui commence dans un lieu de savoir, un lycée prestigieux, et qui va se terminer dans les méandres d'un trafic insoupçonné. Accrochez-vous, car ce soir, on plonge au cœur d'une énigme explosive. Nous sommes au lycée Vauban de Luxembourg, un établissement cossu niché dans le quartier du Limpertsberg, avenue de la Faïencerie. Un de ces lycées où se côtoie la progéniture de la fine fleur de la finance et des institutions européennes. C'est le 15 mars 2023, en début de soirée, le lycée organise ses traditionnelles portes ouvertes. Une agitation bon enfant règne dans les couloirs. Les parents visitent les salles de classe, discutent avec les enseignants. Aurélie Lefebvre, la quarantaine élégante, professeure de physique-chimie passionnée et réputée pour sa rigueur, vient de terminer une démonstration de réaction colorée qui a ébloui les visiteurs. Elle est un peu fatiguée, mais satisfaite. Son laboratoire, c'est son sanctuaire. Impeccable, chaque chose à sa place. Vers 19h30, Aurélie rassemble ses affaires. Elle jette un dernier coup d'œil au laboratoire. Tout semble en ordre. Elle ferme la porte à clé, la porte coupe-feu spécifique à ce genre de local. Elle la ferme? Oui, elle en est certaine. Les caméras de surveillance du couloir, installées après une série de petites dégradations quelques mois plus tôt, la filment à 19h32, quittant le couloir des sciences. Elle est la dernière à partir de cette aile du bâtiment. La dernière, retenez bien ce détail. 20 minutes plus tard, 19h52. Une explosion sourde secoue le lycée. Puis une deuxième, plus violente. Une épaisse fumée noire commence à s'échapper des fenêtres du laboratoire de chimie. C'est la panique. Les derniers visiteurs, le personnel de surveillance, se précipitent à l'extérieur. Les pompiers de la ville de Luxembourg arrivent en quelques minutes. Le spectacle est désolant. Le laboratoire est en partie dévasté, soufflé par la déflagration. Et puis, il y a les cris. Dans les décombres, on retrouve Marc Hoffman, un collègue d'Aurélie, professeur de SVT, la cinquantaine, le visage ensanglanté, gravement brûlé. Il est conscient, mais son état est jugé critique. Il a eu le temps de murmurer quelques mots avant de perdre connaissance. « Aurélie, le flacon ». L'enquête est immédiatement confiée à la police judiciaire luxembourgeoise sous la direction de l'inspecteur principal Franck Gallès, un homme massif, peu loquace, mais redoutablement efficace. Et très vite, tous les regards se tournent vers Aurélie Lefebvre. Elle savait parfaitement manier ses produits, glisse un collègue un peu trop vite. Oui, elle les connaissait, trop bien peut-être. Les premières constatations sont accablantes. La porte du labo, bien que déformée par le souffle, ne porte aucune trace d'effraction. Le système de vidéosurveillance est formel. Aurélie est la dernière personne à avoir pénétré dans le laboratoire et à en être sortie avant l'explosion. Et puis, il y a ce flacon manquant. Un flacon d'acide picrique, un composé connu pour son instabilité s'il est mal conservé, s'il se dessèche. Un produit qu'Aurélie utilisait parfois pour des expériences sur les explosifs, toujours sous haute sécurité. Aurélie est convoquée dès le lendemain matin au commissariat de la rue Gleisener. Elle tombe des nues. Elle explique sa routine, son dernier contrôle. Elle ne comprend pas. Elle est précise, méticuleuse. Une négligence de sa part? Impossible. Elle en mettrait sa main à couper. Ces protocoles sont toujours co-signés par 2 élèves lorsqu'il s'agit de manipulation sensible. Mais là, elle était seule, après les démonstrations. L'inspecteur Gallès la fixe de ses yeux perçants. « Madame Lefebvre, votre badge d'accès a été utilisé pour entrer dans le local des produits dangereux à 18h03. C'est l'heure supposée de la manipulation qui a mal tourné. Qu'avez-vous à dire » 18h03 ? Aurélie fronce les sourcils. Elle était en pleine démonstration à cette heure-là, devant une dizaine de personnes. Impossible. Elle n'a pas quitté la salle principale du laboratoire. Et pourtant, le bornage de son badge est formel.
Elle ne le sait pas encore, mais un élève un peu trop curieux, un certain Tom Crayer, 17 ans, petit génie de l'informatique un peu louche, a réussi à cloner discrètement son badge quelques semaines plus tôt via la technologie NFC de son téléphone. Juste pour s'amuser, dira-t-il plus tard aux enquêteurs, pour se vanter de pouvoir accéder aux réserves. Un jeu stupide qui va plonger Aurélie dans un cauchemar. Et comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs commencent à circuler dans les couloirs du lycée, puis dans la presse locale, toujours friande de ce genre d'affaires dans un pays où il ne se passe, en apparence, jamais rien de grave. On parle d'un différend entre Aurélie et Mark Hoffman, un projet scientifique sur lequel ils étaient en compétition, une sombre histoire de subvention. Le conflit était réel, mais minime, une simple divergence de vues. En réalité, quelques jours avant l'explosion, Mark Hoffman avait justement prévenu Aurélie. Il avait remarqué des allées et venues étranges près des réserves, des petits détails qui le chiffonnaient. Il lui avait dit « Aurélie, fais gaffe, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs pas nets avec le matériel ». Elle avait balayé ça d'un revers de main, pensant à une paranoïa passagère de son collègue. Aujourd'hui, ses paroles résonnent cruellement. Aurélie est mise à pied à titre conservatoire. Sa réputation, bâtie sur des années de travail et de passion, est détruite en quelques jours. Les regards fuyants de ses collègues, les chuchotements dans son dos, les titres assassins du Luxemburger Wort et de l'essentiel, la prof indélicate, explosion au lycée Vauban, négligence ou acte criminel. Elle se retrouve seule, ou presque. Son mari la soutient, mais le doute s'insinue partout. Pendant ce temps, l'enquête patine. L'inspecteur Gallès est un homme tenace. Il explore toutes les pistes. Dans la hotte d'aspiration du laboratoire, on retrouve des traces infimes d'oxyde de cuivre. Étrange. Cela pourrait mener à un chantier de rénovation d'un immeuble bourgeois, rue Notre-Dame, juste à côté du lycée, où sont stockés des catalyseurs à base de cuivre. Fausse piste. Le gardien du chantier a un alibi en béton. On analyse aussi les débris. Les experts découvrent des isotopes d'azote anormaux, le genre d'isotope qu'on retrouve dans certains engrais importés illégalement depuis l'Allemagne voisine via des filières agricoles peu scrupuleuses le long de la Moselle. Encore une impasse. L'hypothèse d'un acte terroriste est même envisagée, puis rapidement écartée. On est au Luxembourg quand même. Aurélie, elle, est obsédée. Elle repasse en boucle le fil de cette maudite soirée. Et des images, des sensations commencent à lui revenir par flash. Une silhouette. Oui, juste avant de quitter le labo, en jetant un dernier coup d'œil à travers la vitre dépolie de la porte menant à la réserve, elle a cru voir une silhouette fugace. Elle n'y avait pas prêté attention sur le coup, pensant à un reflet. Et puis, ce flacon. Un flacon d'un produit anodin, du chlorure de sodium, qu'elle avait remarqué légèrement déplacé sur une étagère. Par réflexe, elle l'avait remis en place, laissant son empreinte. Une empreinte qui, si elle était découverte, l'accablerait encore plus. Et cette odeur, une odeur subtile, presque imperceptible, qu'elle n'avait pas identifiée sur le moment, mais qui lui revient maintenant avec une clarté effrayante. Une odeur d'oxydant puissant, peut-être du permanganate de potassium, mais avec quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui rappelle un vieux souvenir d'université, un TP sur les peroxydes organiques. Un détail technique qu'elle est sans doute la seule à pouvoir identifier. Elle se sent piégée, mais elle n'est pas du genre à se laisser abattre. Sa rigueur scientifique, son esprit analytique, elle va les mettre au service de sa propre défense. Elle contacte une ancienne camarade de promotion, Sophie Muller, devenue commissaire à la PJ de Metz. Une femme de caractère, spécialisée dans la criminalité transfrontalière. La coopération entre la France et le Luxembourg est parfois compliquée, mais Sophie accepte de l'aider, officieusement au début. Les enquêteurs luxembourgeois, de leur côté, ne relâchent pas la pression sur Aurélie. Ils font analyser ses gants de protection, ceux qu'elle portait lors des démonstrations. Stupeur, on y trouve des traces d'une substance qu'elle n'utilise jamais, un solvant chloré très spécifique. Pour elle, c'est la preuve que ces gants ont été intervertis, peut-être pendant le chaos des portes ouvertes. Pour l'inspecteur Gallès, c'est un élément de plus à charge. Aurélie Lefebvre est désormais la suspecte numéro 1, presque la coupable idéale. Vous imaginez le désarroi ? Professeur modèle, la voilà traitée comme une délinquante. Et c'est là, vous allez voir, que tout bascule une nouvelle fois. Alors qu'Aurélie se débat pour prouver son innocence, une deuxième alerte secoue la ville de Luxembourg.
Nous sommes début mai, le Student Festival, le grand festival étudiant, bat son plein sur le champ du Glacis. Des milliers de jeunes sont réunis. Soudain, une odeur suspecte se répand près d'une des scènes. Des gens commencent à tousser, à avoir les yeux qui piquent. Mouvement de panique. Aurélie est là. Elle avait décidé de sortir, d'essayer de se changer les idées, une invitation d'une ancienne élève. Son sang ne fait qu'un tour. L'odeur, elle la reconnaît. C'est cette même note âcre, masquée, qu'elle avait sentie dans son labo. Comprenant immédiatement le danger, elle se précipite, guide les services de sécurité, identifie la source probable, une poubelle où a été jeté un engin improvisé. Grâce à son intervention rapide, elle permet d'éviter le pire. Un élève est légèrement intoxiqué, mais rapidement pris en charge. Aurélie, par son courage et sa lucidité, vient peut-être de sauver des dizaines de vies. Cet acte héroïque change un peu la donne médiatique. Mais pour la police, les questions demeurent. Comment se fait-il qu'elle soit toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, ou plutôt au bon endroit pour jouer les sauveuses? L'inspecteur Gallès n'est pas du genre à se laisser impressionner, mais il commence à avoir des doutes sérieux. Aurélie, elle, a un déclic. L'odeur, la silhouette, le flacon déplacé, et si tout était lié, avec l'aide de Sophie Muller, la flic de Metz, elles reprennent tous les éléments, le solvant chloré sur ses gants, il est utilisé dans certaines synthèses organiques complexes, et aussi dans le nettoyage de matériel de contrefaçon de médicaments. L'acide picrique, l'oxydant puissant, des composants qui, détournés, peuvent servir à bien des choses. Elle creuse la piste des anomalies d'inventaire que Mark Hoffman avait commencé à soupçonner. Des petits manques réguliers sur des produits chers mais pas forcément rares. Des produits qui, assemblés, peuvent valoir de l'or sur le marché noir. Et là, le nom du proviseur adjoint, Jean-Luc Crémer, commence à apparaître. Crémer, la cinquantaine affable, toujours tiré à 4 épingles, l'incarnation de la respectabilité luxembourgeoise. Personne ne se doute de rien, c'est lui qui valide les commandes des laboratoires, c'est lui qui a accès à tout. Aurélie se souvient maintenant. La silhouette dans la réserve, ce pouvait être Crémer. Il avait la corpulence, la démarche, il avait un double des clés. Il aurait pu vouloir récupérer quelque chose ou déposer le dispositif qui a provoqué l'explosion et être surpris par le retour inopiné d'Aurélie qui a remis le petit flacon de sel à sa place, le dérangeant dans son plan initial. L'enquête de Sophie Muller en France révèle que Crémer a des liens avec des réseaux pharmaceutiques parallèles en Lorraine, des dettes de jeu aussi. Le puzzle commence à s'assembler. Jean-Luc Crémer trafiquait des produits chimiques du lycée, des solvants, des précurseurs, pour les revendre à un réseau de contrefaçon de médicaments qui s'étendait de la Belgique à l'Allemagne, en passant par le Luxembourg, plaque tournante idéale pour ce genre de business discret. L'explosion, un accident ou une tentative de brouiller les pistes, alors qu'Aurélie, par sa rigueur, menaçait de découvrir ces anomalies d'inventaire. Mark Hoffman s'était trop approché de la vérité, il fallait le faire taire, ou au moins l'intimider. La deuxième attaque au festival étudiant, une tentative désespérée de détourner l'attention, ou peut-être de faire porter le chapeau à un groupe extrémiste inexistant. La confrontation finale a lieu dans les sous-sols de l'Université du Luxembourg, au campus de Belleval, où Crémer avait une sorte de laboratoire clandestin utilisant du matériel détourné. Les flics de Galles, alertés par les informations transmises par Sophie Muller et les déductions d'Aurélie, débarquent en force. Crémer est cueilli sans résistance, au milieu de ses fioles et de ses balances de précision. L'homme respectable s'effondre, le vernis craque. Jean-Luc Crémer sera condamné à une lourde peine de prison. Son réseau sera démantelé. Mark Hoffman se remettra lentement de ses blessures, mais restera marqué à vie. Et Aurélie Lefebvre est officiellement innocentée. Elle est réintégrée dans ses fonctions au lycée Vauban. Les excuses sont plates, mais elles sont là. Elle a regagné l'estime de ses élèves, de ses collègues, elle a même reçu une distinction pour son acte de bravoure au festival. Mais quelque chose s'est brisé en elle, ce regard désabusé sur un système qui a failli la broyer, sur ces apparences lisses du petit duché qui peuvent cacher de bien vilains secrets. Voilà pour cette histoire, une de plus qui vient s'ajouter aux annales du crime, même si celui-ci était en col blanc et blouse de laborantin. Une affaire qui nous rappelle que la confiance est une chose fragile et que la vérité finit parfois par éclater même après une explosion.
Merci de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle affaire dans les récits du crime. D'ici là, soyez prudents.